avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Romain, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sous le pseudo Roro le Costaud. En 2012, Romain a un accident de ski qui le rend tétraplégique. Il va passer sa vie dans un fauteuil roulant. Juste avant cet accident, il apprend qu'il va devenir papa. C'est un parcours incroyable qui s'ouvre devant lui avec beaucoup de difficultés, de douleurs, et aussi beaucoup d'amour et de moments partagés, des moments uniques. Je vous cache pas que j'ai pris une belle claque d'humilité sur bien des sujets, et ça m'a permis de beaucoup prendre personnellement du recul sur ma situation de père valide. Je ne vous cache pas non plus, c'est important que vous le sachiez, que j'ai pris le parti de poser des questions comme elles venaient en fait. Tout simplement parce que je ne maîtrise pas le sujet du handicap, et que nous avons voulu en parler simplement et sans tabou avec Romain. Je le remercie d'ailleurs chaleureusement pour avoir toujours répondu avec bienveillance et à mes questions qui pouvaient parfois être maladroites, et j'espère que ça pourra permettre à chacun et chacune d'entre vous d'avoir des réponses à des questions que vous ne nous avez peut-être pas posées. Nous allons voir ensemble comment cette paternité à venir l'a motivé pour sa rééducation. Comment ça se passe le quotidien de papa lorsqu'on est en fauteuil roulant. Dans quelle mesure cette situation rend le lien plus compliqué ou pas? Quelles sont les limites de cette situation ou pas? Peut-on vraiment rire du handicap comme lui peut le faire sur son compte Instagram et sur ses réseaux? Et comment aussi accepter son corps dans cette situation-là? Il y a bien sûr quelques autres questions qui seront posées que je vous laisse découvrir. Et je vais commencer par lui demander justement comment est-ce qu'il est devenu père. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors en fait, moi je suis devenu papa le 5 août 2012. Et en fait, c'est tout simplement 8 mois après mon accident en fait. Moi j'ai mon accident, enfin un peu moins de 8 mois, pardon, 7 mois après mon accident. Moi j'ai mon accident le 13 janvier 2012. Je sais que quand j'ai mon accident, je sais que je vais être papa. Voilà, je connaissais déjà, j'avais déjà eu l'annonce. J'ai pas encore fait la première échographie, mais je sais que je vais être papa. Et donc voilà, ça intervient 7 mois, en gros 7 mois après ce fameux accident. Donc ça veut dire que pendant la grossesse de ta compagne, tu étais Ouais. en rééducation, quoi. C'est exactement ça. En fait, toute la durée de la grossesse, j'ai été entre l'hôpital et la rééducation. Voilà, tu vois, c'était ma deadline, c'était de me dire, voilà, je veux être rentré chez moi quand ma fille sera rentrée chez moi. Bon, j'ai pas réussi, je voulais être là à Ok. l'accouchement, mais je voulais être rentré, à peu près sorti de rééducation à ce moment-là. À quelques semaines près, c'était presque ça, mais j'ai pas réussi à rentrer à ce moment-là. Mais à quelque chose près, c'était ça. Voilà. Ah, quand même, hein. Enfin, quel défi, quoi. Que- Ouais. Dans quelle mesure ça a été une source de motivation pour toi de... Est-ce que tu peux dire, est-ce que je crois qu'on Ouais. peut dire que vraiment ta fille, ça a été un moteur sur cette rééducation? Alors, ouais, très, très, très clairement, en fait, dès le départ, dès que je me suis retrouvé à l'hôpital, face à l'annonce du verdict, de la tétraplégie, clairement, je me suis tout de suite dit, écoute, t'es comme ça, va falloir se sortir le doigt du cul, hein, faut le dire, parce qu'il y a une famille qui compte sur toi, t'as une compagne et t'as un petit bout qui va naître. Et ce petit bout, il va avoir besoin d'un papa. Et un papa qui soit handicapé ou pas, lui ou elle, parce que je savais pas encore à l'époque, il s'en fout. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'un papa. Peu importe comment, mais il en aura besoin. Donc voilà, donc tu peux pas te laisser aller. Et clairement, oui, tout le long de ma rééducation, ça a été ma source principale. Je voulais faire ça pour elle. Je voulais pouvoir assumer mon rôle de père comme n'importe quel parent. Pas comme un père, mais comme n'importe quel parent. En fait, je voulais être là pour mon enfant. Voilà, c'était ça qui était important pour moi. C'est très beau, je trouve que c'est un gros message. Je voudrais revenir un petit peu avant sur, euh, sur avant la naissance. Mhm. Toi, t'as quand même commencé chez les pompiers à 12 ans Ouais, et pompier professionnel à 18 ans. c'est ça. Gros parcours, donc gros sportif aussi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça aussi. Et très, très
Si tu veux, quand je vois les photos de toi avant, quand je vois Mmh. comment t'en parles, il y avait aussi quand même un petit peu un cliché de virilité, non? Qui se dégageait de toi à ce moment-là? Oui, oui, clairement, j'étais dans le, peut-être pas au point du stéréotype parce que j'avais pas le physique en fait de tout ce qu'on voit avec les abdominaux, les pectoraux et cetera. Parce que j'avais pas une hygiène de vie j'avais pas l'hygiène de vie qui allait avec mon rythme de sportif. Mais voilà, mais par contre oui, j'aimais avoir un beau physique, j'aimais voilà, après, le sport était déjà je faisais déjà le sport pas pour plaire aux autres, hein. Déjà, c'était pour moi que je le faisais vraiment parce que j'en avais besoin. Mais par contre, c'est clair que si je pouvais avoir, oui, les muscles un petit peu saillants, ça me plaisait bien aussi, c'est clair. C'est clair. Je te je te rejoins, moi je fais partie du club qui a fait beaucoup de sport et qui a jamais eu la tablette, hein. Pourtant Dieu Ouais. sait que j'en ai fait, quoi. Mais je leur tire mon chapeau, ces gens-là, parce qu'ils ont une hygiène de vie qui est incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est hyper dur. Et moi, je leur tire mon chapeau. C'est pour ça, tu sais, il y a beaucoup de gens se moquent des personnes qui ont des gros muscles, oh, c'est moche, etc. Mais quand tu sais le boulot qu'il y a derrière, c'est incroyable. C'est des gens qui ont une volonté de malade. Parce que quand tu es dans une soirée avec plein d'amis et que il y a des tentations partout et qu'il faut se retenir, c'est compliqué, hein. Ah, c'est de la discipline, hein, c'est une Ah sacrée ouais. discipline. Ah oui, oui, grave. Et je suppose alors la question que je vais te poser va peut-être être un peu dure, hein. Tu me dis si à un moment il y a un truc Non, qui va non, vas-y, bloquer, tu vois? t'inquiète pas. Heu, Si tu veux, je suppose que quand on t'annonce que tu vas être papa, peut-être que tu t'es projeté, peut-être que tu t'es projeté en train de porter ton enfant, de le lancer en l'air, de lui apprendre à courir, de lui apprendre à faire plein de choses. Ouais. Heu, est-ce que c'est tout de suite que tu te dis: «Putain, c'est foutu»? Est-ce que par quelles Ouais, étapes ouais. tu passes, en fait? Je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai pas au départ, j'ai pas ressenti cette appréhension de me dire, «Qu'est-ce que je vais pas pouvoir faire avec elle?» En Mmh fait, mh. j'étais pas du tout dans cette démarche-là. Je me suis dit: «Écoute, on va prendre les choses les unes après les autres. On va se mettre des étapes» parce que moi, c'est sûr que déjà, j'ai compris dès le départ qu'il allait falloir déjà que je rapprenne plein de choses, moi personnellement, pour pouvoir me débrouiller déjà sur moi-même. Avant de penser à qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon enfant, qu'est-ce que je vais ne pas pouvoir faire avec elle. Donc la première étape, c'était déjà de me reconstruire moi, et de me reconstruire vite pour pouvoir, une fois qu'elle allait être née, m'occuper d'elle au maximum. Voilà. Mmh. Je Alors évidemment, je me suis douté que, en voyant ma dextérité dès le départ, je me suis douté qu'il y avait des petites choses qui allaient être compliquées. Voilà. Mais finalement, je voyais qu'en rééducation, au départ, il y a des choses qui me paraissaient être des montagnes et que petit à petit, en franchissant, des paliers dans cette montagne et ben, finalement, cette montagne, tu arrivais à la gravir. Et je me suis dit: «Il y a pas de raison, peut-être que dans ma paternité, ça sera pareil. Je vais avoir des étapes, il y a des montagnes que j'arriverai à gravir et d'autres, peut-être, bah, j'arriverai pas au sommet, mais c'est pas grave, mais j'aurais réussi un petit bout d'ascension» et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, dès le début, c'est que, heu, au départ, il y a des choses qui étaient pas possibles parce que, bah, justement, moi, je commençais mon ascension et j'avais ce sommet qui me tendait les bras, mais j'y arrivais pas et puis il y a eu autre chose, c'est qu'elle, en grandissant, il y a un moment où elle était au sommet et elle pouvait faire quelques pas vers son papa aussi pour, venir l'aider et c'est là où on a réussi, en fait, à être complémentaires. C'est qu'il y a des choses que j'ai réussi à faire tout seul. Quand elle était encore trop petite pour réaliser des actions et après en grandissant, bah, on a pu, justement essayer de trouver des solutions ensemble ou moi de lui faire comprendre ce qu'il fallait qu'elle fasse, et inversement elle, parfois, me facilitait la tâche. Donc en fait, on a réussi à être complémentaires pour faire ce genre de choses. Moi, un truc tout bête, mais tout bête, changer la couche. Moi, au début, j'étais incapable de changer une couche. C'était pas possible. Avec les mains là, avec mes mains qui bougent pas, sans arriver à bouger les doigts, changer une couche, c'était mais dans ma tête, c'était inimaginable. C'était, je me voyais pas capable de le faire et finalement, en essayant petit à petit, parce qu'autant changer la couche, je savais le faire, hein. J'ai eu 5 frères et sœurs, plus jeunes, donc ça, c'était pas un problème.
je savais que j'étais prêt à être papa. Techniquement, je savais tout faire. Je m'étais occupé de mes 4 plus jeunes frères et sœurs, donc je savais très bien. Mais on m'avait pas préparé à changer une couche avec des gants de boxe, tu vois. Donc, euh, donc, et c'est là où il a fallu trouver des astuces et puis affiner la dextérité et tout ça. Puis en essayant petit à petit, eh ben, on a réussi. Et comme je t'ai dit juste avant, euh, il y avait une différence quand c'était sa maman qui lui changeait la couche et quand c'était moi. Parce que quand c'était moi qui changeais la couche, elle ne bougeait pas du tout, du tout. Elle se rendait compte, en fait. Elle ressentait déjà que papa avait des difficultés, qu'il pouvait pas faire exactement comme maman. Et on le voyait, en fait. C'était vraiment net que quand moi je la changeais, elle ne bougeait pas. Elle bougeait pas, rien du tout. Et même toute petite. C'est dingue et c'est beau à la fois. Ouais, ouais, c'est fou, hein. C'est aussi une grande leçon que nous donne l'enfant pour le coup. Ouais. Euh, et comment ça joue pour le coup sur le lien que tu as à ta fille, justement quand tu te rends compte qu'elle est capable déjà de comprendre, de s'adapter à toi? Ouais, ben, en fait, dès le départ, on a eu un lien très 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 fort. Bah, déjà, du fait que moi, je me suis dit rapidement que si j'en étais là, c'était grâce à elle. Tu vois, voilà, je m'en suis jamais caché. Euh, et puis, euh, et puis, elle a eu aussi je pense qu'elle l'a ressenti. Et c'est vrai qu'on a passé, au départ, quand elle était petite, on a passé des longs moments ensemble, que tous les deux finalement, parce que sa maman avait repris le travail, sa maman travaillait beaucoup vu qu'elle travaillait en Suisse et qu'elle avait des grosses amplitudes horaires. Donc on a passé beaucoup, beaucoup de moments en fait finalement, à pas spécialement faire grand-chose, mais à ce qu'elle soit dans mes bras, euh, ou à ce qu'elle ait peut-être des jouets, mais même si elle avait des jouets, on était quand même dans un espace très restreint qui était le canapé, parce qu'à l'époque, moi, j'arrivais pas à me transférer facilement, la prendre, l'enlever. En fait, donc j'étais dans le canapé, je restais avec elle, je bougeais plus avec elle. J'avais tout ce qu'il me fallait à portée de main, mais je bougeais pas. Et à l'époque, je pouvais pas la changer non plus. Enfin voilà, j'avais un biberon avec moi, mais c'est tout. Et, et cette période-là a été hyper charnière déjà dans le lien qu'on a créé. Ça, c'est clair. Et, euh, et voilà. Et après, c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été très longtemps sans travailler. Finalement, le temps de reprendre le travail, j'étais à la maison jusqu'en décembre 2013, où j'ai repris le boulot. Donc quasiment 2 ans. Et forcément, j'étais très très proche d'elle quotidiennement. Et, Mhm. et du coup, forcément, dans ces moments-là, tu crées beaucoup de liens vu qu'on était tout le temps ensemble. On était tout le temps ensemble. Et puis c'est vrai que moi, je faisais vraiment en sorte, j'avais à cœur de lui montrer que c'est pas parce qu'elle avait un papa en fauteuil roulant que elle allait faire des choses différentes des autres enfants. Qu'elle aurait pas de loisirs, qu'on pourrait pas sortir se balader, faire du vélo, tout ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur de lui montrer. C'était vraiment important pour moi. Et du coup, elle a vite compris qu'il allait falloir qu'elle adopte des attitudes et des solutions aussi pour m'aider à pouvoir, à ce qu'on puisse faire ces choses ensemble, que tous les deux. Voilà. Je trouve ça assez. Alors, je te cache pas que là, moi, en tant que personne valide, je Ouais. me dis, mais c'est pas possible, tu vois. En toute transparence, hein, je sais que ça peut être choquant, Ouais. mais le premier truc que je me dis, c'est non, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire tout pareil. Est-ce que, enfin, vraiment, quels exemples concrets tu peux nous donner de choses où tu t'es dit, où ton entourage peut-être t'a dit non, mais ça, tu pourras pas, et en fait, t'as pu? Qu'est-ce qu'on a? On a des trucs tout bêtes. Ouais, des trucs tout bêtes. J'en ai encore. J'en ai posté une vidéo il y a pas longtemps, mais un truc tout bête, tu vois, c'est pousser ta fille dans des petites voitures. Là, tu sais que quand ils sont petits, Mmh. parce que tu te dis, attends, comment je vais faire? J'ai avoir les mains pour me pousser mon fauteuil, mais comment je peux la pousser? Et en fait, voilà, t'as la barre qui va derrière où normalement on pousse. Je me l'attachais avec une sangle au niveau du ventre, et puis je la poussais avec mon fauteuil. Tu vois, c'est ce genre de choses où, en fait, au départ, tu essayes, et puis tu essaies de trouver des solutions.
tu de trouver des solutions. C'est comme donner à manger. Enfin, donner à manger parce qu'au départ, tu as du mal à tenir ta fourchette à toi et il faut Et oui, tenir la fourchette pour lui donner à elle. Et ben en fait, c'est tout simple. Je prenais des attelles à moi, puis j'adaptais avec ses couverts à elle, ce genre de choses. Et c'est pareil, il y avait lui faire à manger. En fait, lui faire à manger au début, moi, mais là, pour le coup, moi, c'était pareil. C'est qu'au début, je savais pas comment j'allais faire pour moi-même me faire à manger. Alors, comment faire pour elle, lui faire à manger? Et en fait, quand on a marre, au bout d'un moment, de faire réchauffer les tupperwares de la veille, bah, tu te prends en main et puis tu te lances, quoi. Tu te lances, t'essayes. Il y a des échecs, parfois tu y arrives du premier coup. Et voilà, tant que tu te blesses pas, c'est le principal. Mais voilà, mais tu y arrives petit à petit. Et puis après, bah, c'était ça. Puis des petites choses toutes bêtes, tu vois, comme jeter le ballon, enfin, jouer au ballon avec ma fille. Bah ouais, c'est sûr que quand on jouait à se lancer le ballon, bah moi, je jouais pas avec les pieds comme quand tu joues au foot, quoi. Mais c'est pas grave, je lui lançais le ballon, soit j'essayais de donner un coup avec les roues, soit je tapais dedans avec la main, enfin on se débrouillait pour relancer le ballon. Et puis bah, quand le ballon était trop loin, bah, elle se rendait compte qu'il fallait aller chercher le ballon et puis elle me le ramenait, tu vois. Et finalement, bah voilà, ouais, c'est sûr que j'ai jamais donné un coup de pied dans le ballon, effectivement. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres méthodes il y a plein d'autres méthodes différentes pour se jeter un ballon quand on est à deux, quoi. il y a quand même quelque chose que je tiens à souligner parce que tout ce que tu es en train de dire, ça m'inspire quelque chose. Alors déjà, premier point, je vais le dire comme ça vient. Pour Ouais. tous les mecs qui nous écoutent et qui changent pas les couches, j'ai envie de vous dire, les gars, Romain l'a fait. C'est clair, Tu vois, donc à un moment, stop les excuses, tu vois, hein? Hein, si tu le c'est fais clair. pas, quand même prends exemple, tu vois? Prenez exemple sur Romain. Et le truc que je me dis, c'est que tu vois, on n'y pense pas. Tu vois, moi, je suis valide. Ouais, Peut-être que des fois, on oublie que le fait de faire à manger avec son enfant, le fait ouais. d'interagir, rien que ça, Bah c'est oui, déjà précieux, quoi, tu vois. mais grave. Mais d'être là, en fait. Et je m'en suis pas rendu compte, tu vois. Je pense que je m'en étais pas rendu compte plus jeune. Moi, j'avais un papa qui était là, hein, qui a été beaucoup, beaucoup là dans ma jeunesse, qui m'a accompagné dans le sport, en fait, qui m'a beaucoup accompagné dans le sport, mais qui, par contre, était peut-être. Alors, mes parents sont séparés, j'étais jeune, mais qui était peut-être moins. Comment dire? Moins dans des petites attentions, tu vois, du quotidien, dans les petits gestes. Et alors, j'ai pas spécialement cherché à écarter le schéma paternel ou à reproduire la même chose. Par contre, j'avais beaucoup aimé l'éducation que j'ai reçue de ma mère, donc ça, c'était important pour moi d'essayer de faire la même chose. Sauf que bah, c'est comme je pense comme toi, tu as dû le vivre ou comme d'autres le vivent, c'est qu'on se dit qu'on fera ça, on se dit qu'on fera ça. Puis une fois qu'on a le nez dedans, bah, on fait rien de tout ça. Et puis on improvise. Et en fait, voilà, c'est juste que j'ai improvisé, mais ça me paraissait tellement logique d'être proche d'elle. Et je regrette pas parce que je vois aujourd'hui qu'on a construit une relation qui est importante. Et en fait, elle s'est faite naturellement parce que ouais, tout s'est fait naturellement finalement. Et je pense qu'il faut pas forcer les choses, faut pas. Je pense que ça se fait naturellement. Puis bah, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit et comme je te dis, je pense que beaucoup le découvrent quand tu deviens papa ou quand tu deviens maman. Bah, c'est que bah, de toute façon, même si tu as tout fait pour, bah, t'es pas prêt. Et que tu apprends quand ça arrive, c'est tout, hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a un proverbe qui dit: «Avant, j'avais des principes et maintenant, j'ai des enfants». Tu vois? Ouais, grave. Exactement, mais c'est trop ça, mais c'est tellement C'est ça. C'est c'est vrai. tellement ça et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, comme, de se projeter, d'écouter ta situation et surtout l'état d'esprit dans lequel tu t'es mis. Mm. L'état d'esprit, tu vois, c'est que, heu, je suis pas en train de dire que quand on est valide, on n'a pas le droit de galérer, tu vois, dans sa Ah parentalité. ouais, si, si, C'est pas ce que ouais. je dis. Mm. Mais, c'est juste qu'à un moment, tu vois, des fois, on se met la barre tellement haut, Ouais, on oublie peut-être, tu vois, comme je te disais, l'importance de la simplicité des moments ouais. et ce que je trouve génial, c'est que j'ai vraiment l'impression que toi, tu t'es mis dans un état d'esprit où tu te demandais pas si tu allais y arriver, mais Mm. comment tu allais y arriver, tu vois? Ouais, bah ouais, non, t'as raison. T'as raison. Franchement, je l'ai pas. Je t'aurais pas dit avec ces mots-là, mais c'est exactement ça. Et en fait, j'ai un peu transposé ma relation, ma paternité, à l'état d'esprit que j'ai adopté, à savoir que
je cherche pas à lui faire des trucs de malade quand on est ensemble, mais juste des fois, être ensemble et faire même un tout petit truc, une connerie. Mais des fois, ça leur suffit à être juste tellement heureux. Enfin, je l'ai encore fait on l'a fait il y a pas longtemps. Et pour un marché de Noël, on voulait faire des marchés de Noël, il y avait plein de trucs partout, on voulait acheter ça, on voulait acheter ça. Au final, on a fini par faire quoi? Juste par aller à la patinoire. Et, euh, et juste aller à la patinoire et que je sois avec elle sur la patinoire. Mais voilà, c'est tout. J'avais gagné. Elle était. Quand le soir, après, elle te couche et qu'elle te dit j'ai encore passé une bonne journée, c'était trop bien. Bah voilà, tu vois. Je l'ai pas emmenée à Disney, hein, mais juste on a été faire 1 heure et demie de patinoire et elle est heureuse, quoi. Et je pense que des fois, juste l'emmener, se promener, mais être avec eux. Et je pense que, comme tu dis, je pense que parfois on minimise un petit peu ces instants-là, qui pour eux sont très importants par contre. Ça, c'est clair. Et au niveau de l'environnement, notamment scolaire, pour ta fille, Ouais. ça se passe comment d'avoir un papa en situation de handicap? Alors, en fait, tout début, la première fois que je l'ai emmené à l'école, à la maternelle, quand on a fait la rentrée, le soir, quand j'étais la chercher, son réflexe, ça a été de venir s'asseoir sur mes genoux. Tu vois, elle a voulu qu'on reparte de l'école, donc de son couloir dans la cour et tout, elle a voulu repartir sur mes genoux. Tu sais, j'avais l'impression vraiment, c'était pour dire aux copains et aux copines, eh, regardez, moi, t'as vu comment je peux repartir? Je fatigue pas, je marche pas. Mon père, il m'emmène. J'avais vraiment l'impression, je ressentais que, euh, je sais pas si c'était de la fierté, mais j'avais l'impression que elle avait envie de montrer aux autres que c'était trop cool, entre guillemets, d'avoir un père en fauteuil, tu vois. Est-ce que c'était une manière de se défendre par rapport à ce que les enfants auraient pu dire? Je ne sais pas. Euh, j'ai toujours dit, j'en avais parlé dans l'émission des maternelles quand on avait abordé ce sujet, j'ai toujours expliqué que pour que ton enfant soit à l'aise et accepte ce handicap par rapport aux autres enfants, il faut que toi, parent, tu l'aies accepté. Si déjà toi, tu as du mal avec ta situation, que tu ne l'as pas accepté, ton enfant ne sera pas à l'aise avec. Déjà, ça, c'était hyper important. Et si tu ne le fais pas comprendre à ton enfant que tu es très à l'aise avec la situation et que tu es bien, malgré le handicap, elle, ça va être compliqué à vivre. C'est c'est obligatoire, elle ne pourra pas faire autrement. Donc du coup, il y a eu cette première étape, tu vois, de la première, vraiment l'entrée à maternelle où je sentais que, et voilà, et je me suis dit, écoute, on va jouer le jeu, je vais jouer le jeu avec elle. Par contre, ça sera pas tous les soirs, hein, mais je vais jouer le jeu avec elle de, voilà, lui faire ce plaisir pour qu'elle puisse, entre guillemets, voilà, s'affirmer comme ça. Et ensuite, quand elle a un peu évolué, on a changé d'école, et mais encore en maternelle. euh, un jour, elle m'a dit, papa, est-ce que tu pourrais venir parler du handicap à l'école? Et j'en ai parlé avec la maîtresse, et la maîtresse m'avait dit, bah oui, c'est une très bonne idée. Donc j'ai été faire une sensibilisation avec alors moi à l'époque j'étais président du comité handisport, donc j'étais avec la salariée qui parlait la langue des signes, et on a été faire une sensibilisation, si tu veux, sur handicap moteur, la langue des signes. Il y avait aussi quelqu'un qui était amputé avec moi, une jeune fille que j'avais emmenée qui était amputée. Et on a pu parler un petit peu avec les enfants, leur faire des petits parcours, tu vois, pour leur expliquer ce que c'était que le handicap. Et là, tu vois, je sentais elle était fière, tu vois, elle était fière. Et puis quand on posait des questions aux enfants, bah, elle connaissait les réponses, donc elle était contente, tu vois, de le faire. Et, et j'avoue, depuis, je l'ai jamais refait, depuis qu'elle était en primaire et autres. Mais j'ai jamais ressenti que c'était quelque chose de négatif pour elle, Mhm. parce que elle m'a toujours connu comme ça, elle, déjà de toute façon. Elle m'a toujours Ouais. connu en fauteuil. Elle m'a jamais vu debout à part en photo. Donc pour elle, c'est normal, c'est logique. Et, euh, et je pense qu'elle est au-delà de. Je sais même pas si un jour elle a eu des moqueries parce qu'elle avait un papa en fauteuil. Je t'avoue. Ou alors elle me l'a jamais dit. Mais en tout cas, si ça doit arriver, je sais très bien qu'elle saura se défendre toute seule parce qu'elle est armée, elle est armée au niveau des mots pour répondre là-dessus. Ouais, je m'en fais pas du tout. Et, euh, et voilà, mais je pense qu'il y a des enfants qui peuvent en souffrir. Alors peut-être pas mon handicap parce que mon handicap, entre guillemets, même s'il est lourd, hein,
même s'il est lourd, mais visuellement, il est pas méchant, si tu veux. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Je Ouais, suis je vois, pas, ouais. je suis pas, j'ai pas un visage difforme, j'ai Ouais. pas des membres en moins, j'ai pas là où pour certains, ou même j'ai pas un handicap mental, tu vois, qui pourrait être Mm. où les enfants pourraient se moquer plus facilement. Tu vois, moi, il y a pas de, j'ai pas ce côté-là. Donc quelque part, je pense, ou elle m'en a jamais parlé. Je lui demande souvent, hein, mais elle m'en a jamais parlé d'en souffrir en tout cas. Ok. Hmm. Puis c'est vrai que tu disais, elle est armée. Je peux pas m'empêcher de penser à tes photos, à tes réels, Ouais. Ah, oui. où il y a quand même de la sacrée vanne, hein, sur ton profil Instagram. Ouais, ouais. Ça y va, quoi. Donc Ben, il y en a quand fait, même peut-être on aussi l'a un fait sens de la petit, on l'a fait répartie petit avec potentiellement elle. qui, Ouais. Et en qui est fait, développé, quoi. petite, en fait, si tu veux, je pense que on faisait des sketchs, mais très clairement, elle ne comprenait pas non plus forcément toujours ce qu'elle disait. Autant là maintenant, elle comprend, et là c'est génial. Alors, on en faisait plus trop parce que par rapport à l'école, etc., j'avais envie un peu de la détacher de tout ça. Et là en ce moment, elle est demandeuse d'en faire. Donc Mmh. pendant un moment, avec sa maman, parce que même si on est séparés, tout ce qui est réseau, etc., on est toujours en accord avec sa maman pour si elle apparaît ou pas. Et on en a parlé, et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, elle a redemandé à sa maman, est-ce que je peux en faire avec papa? On en a discuté tous les deux, et on s'est dit pourquoi pas, parce que c'est vrai que là, elle est dans une phase en plus où bah, elle aimerait faire du théâtre aussi, donc quelque part, je me dis, voilà, je n'ai pas envie de l'empêcher de le faire, euh, donc on en refait un petit peu, et puis je verrai ce que ça donne, mais pendant un moment, c'est vrai que je l'ai mis un peu quand j'ai eu une ascension en fait d'un coup. Je me suis dit faut peut-être la préserver un peu, la mettre un peu de Mmh. côté aussi. Voilà, et puis que mine de rien, même si c'est une jeune enfant, mais qu'elle non plus, elle se perde pas là-dedans à se dire. Parce que tu sais, pendant un moment, quand je l'entendais dire, quand on était au camping ou autre, ou que j'entendais dire ah, on a un compte connu, on est certifié, tu vois, parce que les enfants, ils savent tout ça, hein, ils ont tout compris déjà. Parce que autant moi, Instagram, TikTok, tout ça, ma fille ne regarde pas les réseaux. Elle a rien à la maison pour la regarder, elle la regarde au pire avec moi, mais vraiment, elle est jamais sur les réseaux sociaux. Elle est que dans les créations où je la mets. Mais voilà, mais après les enfants à l'école, ils savent tout ça, tout ce que c'est, tu vois. Et c'est vrai que putain, il y a un moment où, quand j'entendais ça, je me suis dit, attends, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, attends, faut que je te réexplique quelque chose là. Je vais t'expliquer quelque chose là. Faut pas que toi, faut pas que ça devienne pour toi quelque chose que tu mets en avant Ouais, parce que c'est pas, voilà, c'est pas la vraie vie, ma louloute, quand tu es à l'école, etc. Ou où j'ai pas envie que ça devienne un truc pour te faire des copains et des copines, même quand on va à l'extérieur, tu vois. C'était pas sain. C'était ouais. pas sain du tout, tu vois. Avoir des copines ou des copains par intérêt, c'est pas bien. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que là maintenant, elle a grandi. Bon, elle est encore jeune, mais elle a grandi. Elle comprend un peu plus de choses. Mais c'est vrai que par contre, du coup, c'est cool maintenant parce que pour l'humour, elle comprend. Et même, c'est même elle des fois qui me dit, ah tiens, ça serait drôle ça. Tu vois? Et c'est ça que je trouve, assez récent. Bon, il y a ta mère aussi, hein, qui Ouais. fait qui fait des blagues et qui fait de superbes doigts d'honneur. Ouais, grave. Heu et est-ce qu'à un moment, je me suis posé quand même en voyant tes vidéos, est-ce qu'à un moment je me suis ch tu te prends des remarques quand même des fois sur le fait que, bah, tu te moques, tu vois? C'est-à-dire que tu te moques du handicap. Alors c'est peut-être un moyen aussi de se l'approprier et de revendiquer justement les propos, les Mm, moqueries. Mais est-ce que mm. des fois tu te prends des remarques vis-à-vis de ça? Pas trop. Alors, j'ai j'ai pris parti en fait de rire, pas de me moquer, de rire du handicap, Mmh mh. parce que pour moi, l'humour, dès l'instant que tu ne ris pas de quelque chose, tu le stigmatises. Et j'ai surtout pas envie qu'il soit stigmatisé. Il y a des grands humoristes qui font de l'humour sur le handicap, qui sont pas handicapés, ils le font très très bien. Et moi, j'avais cet avantage de me dire, moi, en plus, j'ai un handicap, donc je peux en rire. J'ai envie de dire, ça me donne une espèce de totem pour en rire, parce que quelque part, si c'est sur le fauteuil, c'est de l'autodérision. Si je me moque d'un autre handicap, je pense que la personne peut comprendre.
J'ai déjà eu des conversations avec des gens qui n'ont pas spécialement compris ou qui n'aimaient pas. Et parce que moi, j'aime bien, tu vois, justement comprendre pourquoi la personne, ça la dérange et qu'est-ce qui va pas. Et vraiment, si j'ai mis à côté, ça peut arriver aussi, si j'ai mis à côté, de savoir pourquoi. Et tu vois, entre autres, avant, quand je dis de rigoler de tous les handicaps, c'est de tous. Et maintenant, je sais que il y a un handicap sur lequel je ne rigolerai plus, c'est tout ce qui est troubles mentaux, le handicap mental, vraiment la trisomie, tu vois, par exemple. Ouais. Pourquoi? Parce que en discutant avec des mamans de personnes trisomiques, elles m'ont dit, certes, oui, ça peut être drôle, sauf que cette personne sur qui tu rigoles de son handicap, tu rigoles de son handicap, elle va pas forcément avoir les épaules ou la répartie pour te répondre, tu vois. Eh oui. Et c'est vrai qu'en partant de ce constat-là, je me suis dit, merde, ça m'emmerde un petit peu, tu vois, parce que Il y a un décalage. moi, ouais, parce que moi, on peut me vanner, hein. Moi, au contraire, moi, j'adore ça, hein. Enfin, vraiment, on peut me vanner. Surtout, j'adore quand ça sort, tu vois, de l'ordinaire, parce qu'après, si c'est pour me dire ça roule, bon, tu vois, ça va. Au bout d'un moment, cette blague-là, on me l'a fait 400 fois. Bon, voilà, ça me fait plus rire. Mais t'as des mecs qui sont très très bons, tu vois. Je vois des fois sur des TikTok, alors pas trop dans mes vidéos, parce que mes vidéos à moi, c'est plutôt bienveillant et je me suis, je me suis rarement fait insulter ou vraiment avoir de la méchanceté. J'en ai quasiment pas. Parce que je pense que les gens me connaissent ou les gens savent que je sais faire avec humour, mais vraiment en toute bienveillance. C'est pas de l'humour méchant, tu vois. Hmm. Même si c'est de l'humour noir, ça reste de l'humour bienveillant et, euh, et vraiment pas méchant. Et de ce fait, vu que les gens sont gentils, moi, j'ai pas eu ce problème. Par contre, ça m'arrive des fois de commenter des vidéos d'autres personnes. Et là, par exemple, par contre, c'est le déferlement en dessous, tu vois. J'ai le droit à tout, hein. J'ai le droit à tout. Ah, mais non, mais ta blague a pas marché. Bah non, mais ça roule. Enfin, il y a la totale, tu vois. Et dans ceux-là, par contre, il y en a qui me font vraiment rire parce qu'il y a des mecs qui ont des remarques qui sont très, très drôles. Mais vraiment. Mais Je te cache pas que là, depuis le début de notre conversation, je me suis retenu d'utiliser l'expression mettre les pieds dans le plat. Parce que ouais, mais non, je mais trouvais ça maladroit, il tu faut vois. pas. Mais en fait, il faut pas. Moi, c'est ce que je dis. Il faut pas se retenir. Euh, combien de fois, quand tu discutes avec un aveugle sans faire exprès, le t'as vu ou des conneries comme ça. Mais Ouais. on le sait, c'est des expressions qui font partie de la langue française, qui font partie du commun que nous-mêmes on utilise. Et j'ai envie de te dire, faut pas se retenir parce que au pire c'est drôle, c'est drôle, c'est dit naturellement dans la conversation. Enfin, si tu as un peu de recul sur toi-même et que tu connais ton handicap, ça va te faire rire parce que justement, au contraire, c'est peut-être la personne elle-même qui va réagir. Et surtout, il faut savoir que nous, quand on discute entre personnes en situation de handicap, on est horrible. Mais quand je te dis on est horrible, on a des vannes horribles, mais on est gore, on est trash, hein, vraiment. Vraiment, c'est donc faut vraiment, faut pas avoir peur et se dire, tu sais, se dire, il y en a beaucoup qui osent pas faire des blagues sur le handicap parce que oh, les pauvres, ils sont fragiles, tu vois, ça va les atteindre, ça va leur faire mal. Non, si c'est une blague, ça passera toujours. Si c'est se moquer, évidemment, si c'est se moquer gratuitement, bêtement, Oui, bien sûr. bah voilà, ça se voit, ça se sent, mais tu sens la personne qui le fait aussi, tu vois. Voilà. Après, je te dis, quand tu as des humoristes, tu as Artus qui a fait un sketch sur le handicap, il est génial, sur le handisport, il est magique son sketch, il est génial. Et tu Juste- connais le bonhomme, voilà. Justement, le handisport, c'est quelque chose sur lequel tu as basculé pour le coup? Moi, j'ai fait beaucoup de handisport. Alors, quand j'ai eu mon accident, dès le début, j'ai refait un maximum de sport, tu vois. Mais bon, la musculation, au bout d'un moment, je voulais pas faire que ça. J'avais besoin de refaire du sport normalement, comme n'importe qui, un club avec des équipements, voilà, etc. Et, et je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de bouger, tu vois, de sortir de mon fauteuil. Donc je te cache pas qu'après, c'est vrai qu'en tant que tétraplégique, les sports, t'en as pas non plus une pléthore, hein. T'as certains Ouais. sports, et voilà, mais j'ai absolument rien contre le tennis de table, j'en fais en loisir.
Mais par exemple, je me voyais pas faire de la compète en tennis de table parce que je voulais pas rester dans mon fauteuil et c'était pas un sport pour moi, tu vois. Je me reconnaissais pas dans l'effort physique que ça demande. Ouais. À contrario de ce que je fais, tu vois, qui a été donc le cyclisme, l'athlétisme, où là, par exemple, je sais que voilà, je change, j'ai besoin de changer de fauteuil, je suis plus dans mon fauteuil de ville, qui en fait, mon fauteuil de ville est comme toi, tes chaussures que tu mets tous les jours pour aller marcher. Et ben voilà, j'avais besoin de enlever mes chaussures et de remettre mes chaussures de sport pour faire un autre sport. Et c'est pour ça que j'ai basculé dans ces sports-là. Mais par contre, qui sont très énergivores déjà d'une et qui prennent beaucoup de temps. Et ouais. Et donc c'est vrai que au départ, je me suis lancé dans la compète, hein. Très clairement, je me suis lancé bille en tête dans la compète avec ma fille qui me suivait, qui venait aux entraînements. Donc elle venait, elle m'accompagnait au bord de la piste quand il faisait chaud, en intérieur quand il faisait froid. Voilà, elle emmenait la tablette, elle regardait la tablette, etc. Et voilà, je l'ai fait. Et, et plusieurs facteurs un peu plus tard, 2 ans plus tard, ont fait que j'ai dû mettre le projet entre parenthèses. Déjà pour plein de raisons, donc pour plein de raisons qui sont juste techniques. Et la dernière, et c'est pas mais non des moindres, c'est que ma fille tout simplement grandit et que je me voyais plus maintenant l'emmener à chaque entraînement au bord du stade avec moi. Voilà, non. Elle grandit, elle a envie d'être à la maison, elle a du travail à faire aussi. Donc, dès le départ, quand je me suis lancé dans l'handisport, je m'étais toujours dit, et c'était clair que voilà, ma priorité numéro 1, c'était ma fille. Et que voilà, et que je passerais pas ce qu'il y avait en dessous avant elle. Donc, à partir du moment où ce qu'il y avait en dessous prenait trop de place et m'empêchait de vraiment m'occuper pleinement d'elle, je mettrais entre parenthèses. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, je fais toujours autant de sport, mais je le fais en loisir. Ouais, plus en Voilà. compète, ouais. Plus de compète. Non, non. Et justement, tu vois, par rapport à, tu vois, on se parle un petit peu en début Ouais. d'épisode du physique, de l'aspect virilité. Là, ton physique, il a forcément changé, tu vois. Ouais. On parlait Ouais. des abdos tous les deux tout à l'heure. Ouais. Tu peux plus en avoir. Enfin, Ouais, c'est ça. as forcément d'ailleurs un ventre, je crois, avec le Ouais. relâchement. Ouais. Ça, comment tu le vis maintenant? Est-ce que ça a été compliqué à accepter? Est-ce que tu as réussi à passer outre facilement ou pas? Ouais, c'était pas facile au début. Au début, pour te donner un ordre d'idée, dans les 3 premières semaines, à l'hôpital, j'ai perdu 12 kilos. Putain, 12 kilos parce que bah, tu manges de pas. muscles, quoi. Tu vois, et puis là, tu perds tout le muscle en fait. Tout le muscle fond vu que c'est inactif, tu es allongé. Puis là, tu as zéro activité. Et en plus, il faut le dire, à l'hôpital, tu manges mal. Donc Mmh. voilà, tu manges mal. Et vu qu'on te donne à manger, tu as encore moins faim. Donc tu perds beaucoup, beaucoup de poids. Mais là, à cette époque-là, tu es allongé. Donc finalement, tu t'en rends pas trop compte. Tu vois. Tu vois bien. Moi, je voyais que je fondais effectivement. Sauf que donc c'est vrai que là déjà compliqué parce que moi qui aimais bien les muscles un peu développés, là putain, je perdais tout, j'avais plus de pectoraux, plus de bras. Ouais, je me dis putain, ça se fait chier quoi. Et petit à petit, en me retrouvant assis, c'est vrai que putain, je disais bah ouais, tu vois, j'ai un petit bidou avec les abdos. Donc au début, tu te dis oh mais ça se trouve il y a moyen de les travailler quand même. Donc t'essayes, mais non en fait, tu te rends compte qu'un muscle endormi, tu peux pas le bosser, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais essayé aussi avec des électrodes au niveau des triceps, parce que mes triceps fonctionnent, hein, c'est pour ça que j'arrive à lever le coude. Par contre, dès qu'on met un peu de résistance sur le poignet, je peux plus le lever. En fait, Ah ouais. mes triceps fonctionnent, mais sans résistance. Et quand j'ai fait ces premières constatations de me dire, bah merde, je peux plus du tout les remuscler, cette partie-là. Je me suis dit merde, je vais quand même essayer un max de développer ce qui marche, ne serait-ce que déjà d'une, pas pour me plaire physiquement, mais surtout parce que j'en aurais besoin. J'allais avoir besoin de ces muscles. Et voilà. Et après, c'est vrai que les abdos, finalement, ayant une ceinture abdominale, ça se voyait pas trop. Et voilà. Et petit à petit, je vais t'expliquer comment vraiment j'ai accepté mon nouveau corps. Parce que ça a été un long chemin d'acceptation. Et ben c'est parti tout simplement des photos. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des photos et c'est pour ça d'ailleurs que je retrouve très très peu de photos du début
de ma rééducation, de l'accident, enfin après l'accident, le tout début, en fait, j'ai très très peu de photos parce que j'aimais pas l'image que je dégageais, que je dégageais en tant qu'handicapé. Petit à petit, au début, du coup, je postais des photos de ma tête. Ma tête, ça va, je la trouvais potable, je disais ça passe en photo, on fait des photos de la tête. Et petit à petit, bah, en postant, tiens, je reculais un petit peu. On voyait le torse, et après on voyait les bras, et après on voyait le ventre. Et puis un jour, j'ai commencé à me prendre une photo, voilà, avec le fauteuil entier. Et j'avoue que là, j'ai eu plein de trucs, enfin plein de messages, pour me dire, mais ouais, mais c'est génial, mais t'es trop beau, enfin ça te va trop bien, t'es super avec ton fauteuil. Et c'est là où vraiment j'ai basculé en me disant, tu vois, avant tu te trouvais beau pour un physique, pour la façon dont tu étais habillé. Et là maintenant, en fait, je me trouvais beau avec mon fauteuil parce que bah, ce fauteuil, moi pour moi, il est pas, c'est pas comment expliquer. En fait, si j'ai mon fauteuil, je me sens moins handicapé que quand je l'ai pas. Quand je l'ai pas, ouais, si j'ai pas mon fauteuil, là, je suis un vrai handicapé. Je peux rien Mhm. faire. Je peux pas bouger, je peux pas me déplacer. Quand tu me donnes mon fauteuil, moi, mon fauteuil, c'est pas, je le vois pas négativement. Au contraire, c'est plutôt quelque chose de positif dans ma vie parce que si je l'avais pas, je pourrais pas faire tout ce que je fais. Il fait partie de toi un peu? Et exactement, il fait partie de moi. Et c'est pour ça que maintenant, si je fais une photo, j'aime qu'on voit le fauteuil ou qu'on voit un bout de fauteuil finalement. Et une photo sans fauteuil, maintenant, ben, je me dis que c'est pas moi, tu vois. Sauf Mm. forcément si je prends que le visage. Mais je me dis, si je prends une photo de tout le buste, bah non, en fait, je baisse un peu. Faut qu'il y ait le fauteuil, c'est normal. Il fait partie de moi. Donc, pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Parce qu'au quotidien, bah, c'est mon ami, hein. Ouais, C'est c'est mon ton ami. identité, Ouais. quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi. Alors, la photo, ça marche très bien pour ça. Ça marche pour beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent me voir en privé, à me parler justement de. Ils ont du mal à accepter leur corps, etc. Et moi, je leur dis, mais faites de la photo. Faites de la photo, vous allez voir. C'est euh, c'est génial. C'est génial de voir ces photos. Et en fait, tu vois la photo et si tu as un bon photographe qui sait bien te prendre, Ouais, c'est ça. tu vas voir une belle photo. En fait, tu vas voir une beauté, vraiment une beauté générale, mais tu vas pas te focaliser sur oh là j'ai un petit peu de ventre qui dépasse, oh là j'ai la joue, machin. En fait, tu t'en fous, tu trouveras la photo belle et tu vas te trouver beau au final. C'est vrai. C'est vrai, moi, ça me l'avait beaucoup fait. Tu sais, on avait fait des photos après la naissance de notre fille. Ouais, Et où j'avais un peu de bide, enfin, que j'ai ouais, toujours d'ailleurs, hein. ouais, Mais c'est vrai que, en fait, tu trouves la photo tellement belle que le petit accro au t-shirt, enfin, le machin, tu t'en ouais, fous tu t'en après. fous, c'est ça, Tu t'en c'est fous. ça. Alors, Tu disais tout à l'heure de ta fille que finalement elle avait toujours connu un papa avec un handicap et je trouvais ça très intéressant mais ça marche aussi à l'inverse quoi. C'est-à-dire que toi aussi en tant que père, hmm. tu n'as connu que la situation avec un handicap. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi qui a été aidant dans ta construction? Parce que c'est peut-être terrible hein, ce que je veux dire, mais finalement tu n'avais pas de situation à Ouais. regretter avec ta fille, tu vois? Alors, je pense que tu as tout à fait raison. Tu vois, au même titre que c'est plus facile d'avoir un handicap de naissance que de l'avoir plus tard. Peu importe que Mmh. tu l'aies jeune, que tu l'aies vieux, ça c'est encore autre chose. Parce que on pourra tout dire. Tu as des gens qui diront, ouais, mais quand tu l'as vieux, tu as déjà vécu. Et ouais, bah, ah bon, bah, t'es handicapé pour le reste de ta vie. Ouais, c'est vrai. À côté de ça, c'est plus facile de se remettre d'un accident, d'un handicap quand tu es plus vieux que quand tu es plus jeune. Tu t'adaptes plus facilement quand tu es plus jeune que quand tu es plus vieux. Et en fait, bah, c'est exactement ça. C'est que c'est plus facile d'avoir ton handicap dès le départ parce que bah, tu sais, bah, tu n'as jamais connu rien d'autre. Tu vois, Et oui. moi, alors, je prends ma situation, mais moi, c'est pas ma situation en fait qui est pour moi la plus flagrante. Tu vois, pour moi, le plus flagrant, ça va être quelqu'un qui a la vue et qui perd la vue. Là, je me dis, quand tu sais ce que c'est l'extérieur, tu sais à quoi tu ressembles, tu sais à quoi ressemblent les gens et que tu te retrouves dans la peau du mec qui ne voit plus rien, je pense que pour moi, hein, c'est une des bascules les plus compliquées à faire. Vraiment, je pense. Et ben l'enfant, je pense que tu as raison, c'est pareil. Parce que, alors, l'enfant ou toi, comme tu disais tout à l'heure, tu as connu des. Imagine que tu as un fils et vous avez la passion commune du football. Et effectivement, demain, bah, c'est Ou une sûr que fille.
Ouais, ou une fille, ou une fille, hein. ouais, ou une fille, mais n'importe. Ouais, non, mais alors tout à fait d'accord. Et, et imagine, bah, t'es tous les deux, etc. Tu t'amuses et un jour, bim, tu t'es frappé par n'importe quoi. Tu te retrouves en fauteuil et tu peux plus effectivement taper comme ça avec tes pieds. Et ben, je pense que oui, là, c'est plus compliqué parce que tu as connu ça avant avec ton enfant et peut-être que ça sera peut-être difficile pour toi, euh, même si bah, tu pourras essayer de faire, comme je disais tout à l'heure, hein, trouver des solutions annexes pour continuer à jouer au ballon avec ton enfant. Mais là, pour le coup, il y a une double acceptation à faire, c'est que lui aussi il doit se dire, bon ben voilà, c'est fini, je pourrais plus jouer avec lui comme on jouait avant. Et ouais, c'est ça. Et là, ouais, c'est peut-être plus compliqué, c'est vrai. Je pense que c'est plus compliqué. C'est pas insurmontable, je pense pas. Mais encore une fois, là, c'est à toi, adulte, c'est à toi, adulte, de montrer à ton enfant que t'inquiète pas, ça va le faire, quoi. On va arriver à s'en sortir, on va arriver à faire plein de choses comme avant. Mais je pense ouais, que c'est plus difficile, c'est clair. On a parlé en début d'épisode de cet état d'esprit très positif que t'avais créé, qui avait été ton moteur. Et c'est important d'en parler, de le conserver. Mais il me paraît aussi important de parler des moments où ça va pas. Ouais. Et je voudrais te demander, déjà, si tu as connu des moments, peut-être même, alors c'est peut-être terrible hein, ce que je veux dire, mais peut-être même où tu t'es dit, je veux pas voir ma fille là parce que j'y arrive pas et que je me sens trop mal. Déjà, si Ouais. tu as connu des moments comme ça, et comment, pour le coup, comment ensuite tu arrives à te sortir de ces moments-là, quoi? J'ai connu ces moments-là, j'en connais. Alors, dire que j'en connais encore. Si, en fait, il y a des moments, des instants où je me dis, là, j'aimerais qu'elle soit pas là, tu vois, Mmh. parce qu'à ce moment-là, j'ai mes difficultés de mon handicap à gérer et ça fait beaucoup et que j'ai pas envie qu'elle voit tout ça ou j'ai pas envie qu'elle en subisse les conséquences. Voilà. Donc c'est vrai que oui, ça arrive. Et quand elle était plus jeune, j'ai connu des moments. Alors, j'ai pas trop connu le moment que tu décris. Par contre, j'ai connu beaucoup de moments où ça n'allait pas. Soit parce que j'étais douloureux, soit parce que j'étais dans des gros moments de difficulté post-opératoire ou pareil, où j'étais très douloureux, mais sauf que c'est des douleurs qui sont diffuses, qui sont internes et qui jouent vachement sur ton état de forme, déjà d'une physique. Et quand le physique va pas, le mental va pas non plus, hein. C'est vrai dans la vie, et quand tu es quand t'es en situation de handicap, c'est encore pire. C'est encore pire. Et en plus, le pire, c'est que c'est valable réciproquement. C'est que je te dis, pour n'importe qui, pour n'importe qui, c'est valable. Mais avec le handicap, c'est exacerbé. C'est-à-dire que mentalement, si tu vas mal, ton corps tu vas ramasser parce que ton corps, lui, c'est l'éponge. Et sauf que nous, dans le handicap, vu que l'éponge, elle ne s'essore pas comme tout le monde, Mmh. bah, quand elle s'essore, ça fait mal parce que d'une, ça fait pas semblant et surtout que c'est diffus. C'est diffus et c'est différent. Donc, et, et dans ces moments-là, ça m'est arrivé, tu vois, d'être vraiment au plus mal et d'avoir ma fille qui était là et au contraire, tu vois, de faire des choses pour m'énerver, bah à l'inverse, je l'ai connu. Mon souvenir le plus flagrant que j'ai, en fait, c'est aller chercher un drive. Ouais, aller chercher un drive avec elle dans la voiture. Donc j'étais mal, hein, j'étais en post-opératoire, je m'étais fait opérer d'une grosse modification et j'étais dans le mal. J'étais vraiment en douleur plus, sous cachet, sous opiacé et tout ça. Et donc j'avais été la chercher chez la nounou et on avait été chercher des courses au drive. Et au drive, je suis pris d'une violente, violente, violente douleur, vraiment à en pleurer, tu vois, à me sentir mal. Euh, et à ce moment-là, j'ai ma fille, tu vois, qui me sort, bah alors papa, ça va pas. Enfin, tu vois, il y a une gentillesse sortie de je sais pas d'où là. Et là, à ce moment-là, ouais, je pleure vraiment à chaudes larmes parce que je me dis, putain, toi, t'es là, t'es dans le mal et t'es dans le mal, t'essayes de tout faire pour pas qu'elle le sente, qu'elle le subisse. Mais à ce moment-là, tu peux pas faire autrement. Et elle, tout ce qu'elle trouve à faire, c'est te réconforter. Et à ce moment-là, tu te dis, waouh, putain, mais c'est quoi cette mignonnerie, mon Dieu. Mais du coup, à ce moment-là, ça fait du bien. À la fois, ça fait du bien, mais à la fois, ça fait encore plus de mal parce que à ce moment-là, tu te rends compte quand même que tu as les rôles un peu inversés alors qu'elle a Et ouais. 2 ans et demi, quoi.
2 ans. Donc, J'ai une autre compliqué. question, pour le Ouais. coup, ça me fait penser à une autre question un peu hard, hein, je tiens à le Ouais, dire. vas-y, vas-y. Tu t'es déjà dit, toi, qu'elle mériterait un autre père? Alors, et ben, franchement, je vais être honnête, je me suis jamais fait cette réflexion. Et les seules fois où j'aurais pu me les faire, par exemple, c'est si j'avais été dans l'incapacité de lui faire une activité, ou qu'elle ne puisse pas faire quelque chose par ma faute. Et en fait, jusqu'à présent, lorsque j'étais face à des situations où on était bloqué ou à cause de moi, elle ne pouvait pas faire quelque chose, je m'en suis toujours plutôt pris à ceux qui m'empêchaient de le faire à cause de mon handicap qu'à moi-même, parce que finalement, ben, je peux pas me culpabiliser moi, hein. C'est arrivé, c'est arrivé. Je suis comme ça. Maintenant, c'est un fait. Je suis comme ça. Je suis dans mon fauteuil. Faut faire avec. Et par contre, c'est là où oui, c'est le genre de choses qui m'énerve profondément, c'est de dire aux gens, bah, tu vois, et là, j'ai pas honte, par contre, de les faire culpabiliser eux. Par contre, ça, c'est pas un problème. Je l'ai déjà fait, je le referai. Euh, je le referai. Bah, tu vois, on parlait de la patinoire tout à l'heure. La première Mmh. fois que j'étais à une patinoire, on m'a dit, monsieur, vous pouvez pas aller sur la patinoire. Pourquoi je peux pas y aller? Bah, ouais, non, mais allez-y, expliquez-moi pourquoi je peux pas y aller. Bon, vous n'avez pas de raison valable. Ça va pas glisser. Je suis plus stable que la plupart des gens qui seront sur des patins. Il n'y a pas y a pas de raison, on est d'accord. Donc, je vais y aller. Et tu vois, et c'est ça où. Et à cette époque-là, la première fois, c'est ce que je leur ai dit. Je dis, donc, vous allez m'empêcher d'aller sur la patinoire avec ma fille. De facto, ma fille ne pourra pas patiner parce qu'elle n'a pas d'accompagnateur. Donc, parce que je suis en fauteuil roulant, ma fille n'aura pas le droit de faire de la patinoire. Mais moi, c'est hors de question, tu vois. Et, euh, et là, à ce moment-là, c'est plus eux que j'ai envie de faire culpabiliser parce qu'ils vont m'empêcher de faire un truc qui, moi, me paraît pas du tout insurmontable, tu vois. Voilà. Je trouve Maintenant, maintenant, il y a sûrement des situations où, oui, il y a des choses que je peux pas faire. Je te prends un exemple tout bête. Euh, et j'étais très heureux parce que j'ai découvert qu'il y en a à côté de chez moi à Tours. Ça m'était arrivé une fois de découvrir que la plupart des endroits où il y a des balançoires, c'est du sable en dessous. ouais. Et moi, jusqu'à ce qu'elle ait peut-être 6 ou 7 ans, j'ai jamais pu pousser ma fille sur une balançoire, tu vois. Et il a fallu que je trouve un parc de jeux hyper bien adapté pour les fauteuils, où là, effectivement, j'ai pu la pousser. Mais elle avait ouais, 6 ou 7 ans, tu vois. Il aura fallu que j'attende 6 ou 7 ans pour pouvoir la pousser. Alors, comme quoi, tout arrive, hein, faut pas désespérer. Mais c'est le genre de choses où là, mais encore une fois, vraiment pour répondre clairement à ta question, je m'en suis jamais pris à moi-même à me dire, elle mériterait un autre papa. Euh, mais par contre, vraiment, cette question, je la détourne en faisant comprendre aux gens, attention à ce que vous faites, ne m'empêchez pas de pouvoir être père. Voilà, ça c'est important. Moi, je trouve ça super beau ce que tu dis et très intéressant parce que finalement, ce que je retiens moi, hein, je te dis Ouais, ce que je retiens, c'est que t'as jamais douté de votre lien, t'as jamais douté de votre amour, t'as jamais douté du fait que qu'elle t'aime parce que tu es comme tu es et je trouve ça très beau. Par contre, tu lui donnes aussi une grande leçon, je trouve, mine de rien, dans l'attitude et le comportement dont tu parles, c'est de lui montrer que regarde, toi et moi, il n'y a pas de problème. On ouais, s'aime, on se connaît, on s'aime, mais t'as vu, il y a des gens, un environnement, un système, ouais. je veux pas pointer les gens spécialement, mais Oui, non, non. il y a un Mm. environnement, un système qui n'est pas fait pour accepter tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que peut-être que, tu vois, ça va lui apprendre plus tard à prendre du recul sur des situations, tu vois, Ouais, de conflit et de compréhension de l'autre et surtout d'empathie. ouais, ouais, J'ai c'est une ça. Mm. j'ai une dernière question pour toi, Vas-y, pour toi Romain, pour finir ce podcast. vas-y. Si tu pouvais retourner, quelques années en arrière, Mm. au moment où un peu tu te réveilles, tu découvres tout ça, tu sais que tu vas être papa, tu sais ce qui t'attend. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Romain qui se réveille et qui prend tout ça dans la face? C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose. C'est vrai, je te jure, c'est la première fois qu'on me pose cette question. On m'a toujours dit, qu'est-ce que tu dirais à celui d'avant ton accident, etc. Mais celle-là, et je me suis jamais posé la question. Moi, franchement, après avoir connu tout ça, eh ben, je me dirais,
bah, t'as raison, accroche-toi parce que tu vas voir, ça vaut le coup. Parce que t'es loin d'imaginer. En fait, t'es loin d'imaginer ce qui va se passer. Voilà, très clairement. Parce que moi, ça fait bientôt 10 ans et ça fait maintenant 10 ans. Alors, je vais pas dire que ça fait 10 ans que j'hallucine, mais ouais, si ça fait depuis le départ, en fait, je revis, j'ai une deuxième vie, hein. Franchement, très honnêtement, j'ai une deuxième vie et j'aurais jamais imaginé que mon handicap, qui m'a enlevé beaucoup, puisse m'apporter autant finalement. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est mon accident, c'est le handicap qui me l'a emmené. Je suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai fait si j'étais resté le même en fait. Voilà. Bah écoute, je trouve que c'est une belle phrase pour finir ça. Bon bah c'est cool. Merci beaucoup, Romain. Eh ben avec grand plaisir, c'était génial. Merci beaucoup. Juste avant de se quitter, Romain, t'as sorti un livre qui Yes, s'appelle Et pourtant ça roule. Donc on ouais, reconnaît bien déjà la touche d'humour. c'est ça. Euh, il est sorti le 12 janvier dernier. Qu'est-ce que tu Ouais. peux nous en dire pour nous expliquer ce projet, ce que ça représente et pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le prenne, quoi. Ouais. Alors en fait, tu sais quoi? Il devait pas s'appeler comme ça au départ le livre. Au départ, j'avais eu une idée qui était un jeu de mots, mais le problème c'est que les gens qui me connaissent pas se seraient demandé pourquoi ce titre, tu vois. Parce que à la base, le titre c'était Ce qui te rend plus fort, tu vois. Ouais, ouais, Et avec le jeu de mots du ski. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que en discutant, quand tu sais pas pourquoi, quand tu sais pas, quand tu exactement. connais pas l'histoire, forcément, c'était pas parlant. Et je me suis dit, mais en fait, cette phrase, ce titre, il est tellement logique. Il est tellement logique, en fait, quand tu sais que, voilà, quand tu sais, et c'est ce que je vais raconter, en fait, dans le livre, justement. C'est ce que je raconte dans le livre. C'est de dire, voilà ce qui s'est passé. J'ai eu mon accident. Comment je me suis reconstruit, comment j'ai vécu ma rééducation, comment on tombe, parce qu'on tombe dedans, en fait, quand tu as un accident, comment on tombe dans le monde du handicap et qu'est-ce que ça représente, quels sont les changements qui vont s'opérer, tout ça. Et puis, euh, et puis j'aborde aussi, j'aborde tout ce qui se met en place, en fait, tout ce qui se met en place quand le handicap s'installe dans ta vie. Entre autres, bien sûr, bah, la parentalité, hein, qui a été très importante pour moi, le regard des autres, qui est important, l'accessibilité, la sexualité, le rapport aux autres, toutes ces petites choses, en fait, qui finalement intéressent et intéresseront, j'espère, ceux qui sont en situation de handicap, mais aussi en fait tout le monde, parce que ce sont des sujets de société qui concernent tout le monde. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un handicap pour être confronté à tout ça. De plus en plus, hein, c'est des sujets qu'on retrouve un petit peu partout maintenant. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Vraiment, j'ai mis mes tripes. J'ai passé des heures, j'ai passé des mouchoirs. Alors, j'ai beaucoup pleuré en l'écrivant. Mais voilà, je suis assez content, je suis fier de ce que ça donne. Et surtout, encore une fois, j'aurais jamais, comme on a dit, hein, quand je dis que le handicap m'a apporté beaucoup, c'est que j'aurais jamais imaginé dans ma vie écrire un livre. Et tu vois, ce premier livre, très honnêtement, pour moi, en appelle d'autres. Peut-être pas du tout dans le même style, mais justement, il y aura très certainement, parce qu'on en a parlé pendant l'épisode, tu en as parlé et tu as eu raison de le faire, du regard de la place du handicap à l'école. Mhm. Et, et moi, ça me paraît important, ayant vécu ça avec ma fille, de justement pouvoir apporter un outil pour les enfants, pour leur faire comprendre ce que c'est que le handicap et leur faire comprendre que c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, donc oui, il est sorti et je suis très content. Vraiment, je suis très fier de l'avoir fait. Et voilà, mais il faut le lire. Faut le lire, c'est génial. Bon ben voilà, on n'y a plus qu'à le dire. Merci beaucoup, Voilà. Romain. Et ben, merci à toi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.